et voilà que je lâche le guidon, et voilà que je roule sur une roue, et voilà que je fais les deux choses en même temps. Et là, je vous vois en train de penser, mais c'est pas possible. Oui, parfaitement, c'est pas possible et c'est dangereux. Oui, je suis donneuse de leçons aujourd'hui. Let's okay. Let's okay. Les soquettes anti-plane. Bonsoir à toutes et à tous, l'émission 100% vélo. Ce soir, j'ai la chance d'avoir en studio Camilo de Cyclovia Store qui nous emmène de la Colombie à la Belgique. Et aussi, on aura Thomas qui, lui, a enfourché son vélo depuis Bruxelles jusqu'à Istanbul avant de continuer son aventure en Asie et jusqu'en Nouvelle-Zélande. Et bien sûr, les chroniques de Nadia et Katia, la nomade sédentaire, qui nous accompagneront tout au long de l'émission. Donc ce soir, on embarque pour un véritable tour du monde à vélo, évidemment. Et on commence tout de suite avec la chronique de la nomade sédentaire. Je voudrais lire un extrait aujourd'hui d'un livre qui vient de sortir apparemment, que je ne connaissais pas, de Charles Pépin, qui serait un philosophe et un écrivain français. Et il vient de sortir un bouquin qui s'appelle « Où trouver la force et autres questions existentielles », qui a priori n'a rien à voir avec le vélo. Mais il y a un petit chapitre sur le vélo. Le petit chapitre s'appelle « Pourquoi est-on plus heureux à vélo ?» Alors la question semble légère, mais elle ne l'est pas. Pédaler, c'est en effet être au monde d'une manière particulière, sensible, éprouver la résistance du vent et sentir qu'on se déplace à la force de ses jambes, même si elles sont parfois aidées par un petit moteur électrique. Or, le bonheur est toujours une manière de se sentir vivant comme corps, de se sentir appartenir à ce monde et à ses forces, et reconnaissons qu'on a plus ce sentiment en l'arpentant à vélo qu'en restant assis dans une voiture, dans un bus ou un wagon de métro. Et quand on arrive à bon port, qu'on sort son cadenas pour attacher son vélo, on a déjà l'impression d'avoir fait quelque chose, ce petit goût du devoir accompli, d'avoir quand même au moins un petit peu mérité d'être arrivé. C'est vrai, non? C'est ça joliment, dis-moi. Dans l'histoire de la philosophie, on trouve deux grandes idées du bonheur. Celui que l'on pourrait appeler le bonheur des anciens relève de cet être au monde que nous venons de décrire et auquel le vélo contribue. Quant à ce que l'on pourrait appeler le bonheur des modernes, il tient moins à cet état d'être au monde qu'au désir de se lancer, moins à la manière d'habiter le monde qu'à la capacité à avoir des projets et à s'investir dans le réel. Malheur à qui n'a plus rien à désirer, écrit ainsi Rousseau. Si le bonheur des anciens revient à trouver sa place dans le cosmos, à nager dans le bain de la félicité, celui des modernes, Rousseau, Nietzsche, Sartre, serait plutôt de se jeter à l'eau, d'agir pour changer les choses. Or, le vélo rend possible ces deux types de bonheur. Pédaler est à la fois une bonne manière d'être en connexion avec son environnement et une excellente manière de lancer sa journée et d'être déjà dans l'action, éprouvant alors le bonheur des modernes et non plus celui des anciens. Et puis il y a autre chose, cette alternance de moments où l'on fait son effort, où l'on pédale dur, dos courbé, les muscles des cuisses au travail, et de moments où l'on se laisse porter, glisser, comme des moments de grâce ou de récompense. N'est-ce pas la plus belle métaphore de la vie ? Le vélo nous fait du bien parce qu'il nous rappelle que le plaisir se mérite, que la joie de glisser se conquiert. Quoi de mieux que le vélo pour nous dire cette vie faite de hauts et de bas ? Enfin, il y a ce sentiment, cette impression de balade, ou plutôt, pour mieux dire, cette promesse que nous souffle le vélo. Et si la vie était une balade ? Même si nous sommes pressés, stressés, concentrés, il y a toujours un moment à vélo où nous redevenons promeneurs, observateurs. Bien sûr, cette existence peut être dure, heurtée, injuste, violente, mais quand on prend son vélo le matin pour l'affronter, il y a de grandes chances qu'à un moment, au moins une fois sur le trajet, au sortir d'un virage, jetant un œil vers le ciel et ses merveilleux nuages, on se surprenne à voir cette vie comme une balade. Joli. Merci Katia. Ce soir, le vélo, pour commencer l'émission, il va être sous une forme un peu performance, vitesse, belle machine. Bonjour Camilo, bienvenue. Tu es vendeur et c'est Cyclovia. Cyclovia. Le nom du magasin. Ouais. Avec marqué en grand rouge et blanc comme ça sur la vitrine. Cyclovia, c'est pas un événement qu'il y a en Colombie? Exactement, c'est ça. Spécifiquement à Bogota, tous les dimanches, on va fermer presque tous les roues dans la ville, dès 6h du matin jusqu'à 16h. Dimanche sans voiture, tous les dimanches. Ouais. Exactement. Elle, que si tu nous écoutes, il faut la même chose à Paris, pardon. Mais ça s'appelle Paris Respire et voilà, toutes les villes un peu sensées font ça, quoi. Ouais, chez nous, c'est tous les dimanches, alors c'est vraiment top. C'est génial.
Et c'est un espace où on partage en famille, surtout. On a la possibilité de faire réparer son vélo. On va les enfants faire du vélo avec sa famille. C'est vraiment très, très sympa. On a trouvé que le nom est montrer un peu l'esprit du magasin. C'est vraiment offrir un espace où on peut partager la passion du cyclisme. Oui, parce que vous êtes un magasin, mais aussi il y a des rides que vous organisez, il y a des rencontres entre les cyclistes. Après le Covid, le cyclisme sportif ici à Bruxelles a explosé. On voit partout, vraiment partout, des groupes sur Instagram où on peut faire des social rides qu'on appelle. Et effectivement, le magasin, nous, surtout en été, on organise des social rides où on invite des gens avec des marques. On fait souvent des 50-60 km. Et c'est surtout pour partager un moment. C'est un peu sportif. Qu'est-ce que tu entends? C'est quoi les moyennes que vous faites? On va dire que souvent, on va regarder, ça dépend du groupe, mais on va dire entre 28 et 33 km, plus ou moins. Ça roule vite, quoi. Ouais. L'idée, ça reste un social ride. Ça veut dire qu'on ne va jamais laisser quelqu'un tout seul ou quelque chose comme ça. On essaye vraiment d'être tous ensemble. Il y a toujours des gens qui vont être à l'avant et à l'arrière du groupe en regardant s'il y a quelqu'un qui a un problème. Alors oui, effectivement, surtout les gens, ils roulent dans des belles machines. Alors ils ont souvent envie d'aller vite. Mais avant tout, l'idée, c'est vraiment partager un moment ensemble. Donc les deux ne sont pas incompatibles finalement. Être dans la performance, qui est un truc assez individuel quand même, et en même temps d'être dans un groupe avec des relations sociales. Mais c'est une chouette fusion finalement qui a lieu dans les rides. Mais même si on revient un peu à ce qu'on parlait de la Colombie juste avant, toi tu es d'origine colombienne. Ouais. En Colombie, moi je dirais que le vélo c'est presque une religion. Nous on a des cyclistes en mode... Rigoberto Urán, Egan Bernal, Nairo Quintana, c'est des champions. Et ça a fait aussi exploser le cyclisme en Colombie. Chez nous, par exemple, on voit souvent les gens à 5 h du matin commencent à rouler, faire des cols dans la ville. Bogota, c'est à 2600 mètres d'altitude. C'est très montagneux, la Colombie. Mais du coup... alors ils commencent à 5 h du mat et c'est vraiment une passion, c'est impressionnant. Mais si tu voulais donner un bon conseil pour quelqu'un qui veut se lancer dans le vélo de course aujourd'hui, ce serait quoi? Avec quoi? Peut-être pas avec un vélo trop cher non plus au début, mais quelqu'un qui sait qu'il veut vraiment faire ça. Alors. C'est vraiment faire très, très, très attention à acheter un vélo en occasion. Ah bon? D'occasion? Pourquoi en carbone quand on en plus? achète un vélo d'occasion. Ah oui, qu'est-ce qu'il faut regarder? Pas acheter. Non, pas acheter. Pas acheter. Parce que c'est des vélos carbone la plupart du temps, les vélos de course, ou pas du tout pour ça? Non, pas du tout pour ça. C'est parce que souvent, on a toujours envie d'avoir quelque chose de très beau. On a toujours envie d'avoir les meilleurs équipements. On a toujours envie d'avoir le top du top. Et toujours le marketing va vers là-bas, avoir le top du top. Mais souvent, les gens, juste pour acheter un groupe plus performant ou pour acheter un vélo un peu plus récent, ils vont aller dans le marché de location. Mais souvent, c'est des vélos qui ont été, entre guillemets, maltraités. Et quand la personne arrive au magasin, c'est des vélos qu'on commence à réparer et ils commencent à avoir des problèmes. Il faut investir de nouveau beaucoup d'argent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, dans les magasins ou dans l'offre de marché, il y a un portefeuille de produits assez large. Alors, je pense que le plus important, c'est vraiment comprendre quel type de produit s'adapte et va être pour le type de pratiques que la personne aime. Et le budget. Exactement, et les budgets. Parce que souvent, pour cibler trop haut, après, il y a des problèmes. Des choses comme « Ah non, on va laisser la chaîne comme ça. Non, on va pas changer la cassette parce que la cassette est trop chère. » Alors, à ce moment-là, on commence à avoir un beau vélo, mais qui ne fonctionne pas très bien. Par contre, si on achète un vélo un peu moins cher, un peu moins performant, mais qui fonctionne très, très bien, mais on va profiter vraiment de la pratique du vélo. Ce que j'ai fait.
Je suis contente. C'est ce que tu as fait. Je crois avec mon... Non, mais c'est un très bon conseil, hein, Camilo, que tu donnes finalement. Tu vois, souvent les gens ils vont dire, je sais pas, un vélo que je pouvais acheter neuf, il coûtait 5 000 €. Aujourd'hui, je le vois sur Internet à 2005. Ils s'achètent le vélo en location, un vélo qui a été utilisé pendant 2-3 ans. Quelqu'un qui a vraiment utilisé de manière sportive le vélo, on ne sait jamais s'ils ont bien fait les entretiens, au lieu d'aller et acheter un vélo neuf à 2500. Voilà. Toi, tu dis qu'il faut mieux acheter un vélo neuf à 2005. Après, les vélocistes, ils vendent des vélos, donc il va... Mais non, justement, il est perdant de dire qu'il ne faut pas acheter... Là, on parle de l'occasion en plus. Ou non, du neuf. Il faut acheter du neuf. Oui. Il dit d'acheter du neuf, peut-être un peu moins cher, mais acheter du neuf. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tous les vélos d'occasion, de course? Non, mais attends, mais justement, j'allais dire... Ici, on est dans une émission quand même dédiée au vélo, donc on peut se permettre de quoi on parle. Un vélo, c'est plusieurs choses. C'est un cadre. Le cadre, c'est et puis, il y a tout ce qui est les freins, les dérailleurs, les changements de vitesse, tout ça. On peut très bien avoir remis des nouveaux freins, des nouveaux dérailleurs, nouveaux changements de vitesse, et sur un cadre qui est pas mauvais, et alors ça marchera très bien. C'est quasi comme un nouveau vélo. Sauf le carbone, tu vas me dire, peut-être ça vieillit mal si on n'en prend pas soin. Non, je pense qu'aujourd'hui... Par rapport à l'acier. Aujourd'hui, c'est comme tout. Le carbone, on peut le réparer. Même quand on fait des réparations sur des carbone, c'est garanti à vie, les réparations. Sur le cadre, c'est ça? Sur le cadre, Et ça casse les... ça peut casser si tu tombes. Mais c'est plus fragile que... Mais ça pas comme ça, quoi. La fragilité, c'est difficile à dire parce que si tu tombes aussi avec un vélo en aluminium, le cadre il peut se plier aussi, tu vois. Même l'acier peut se plier quand on se prend une voiture de face. Ah bon? Il y a longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, tout avance très vite. Alors, avant, on disait on peut pas réparer le carbone, on voit le cadre il est abîmé ou fissuré, ça c'est foutu. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ils font des réparations vraiment top. La peinture, ça, je savais pas. top aussi. Non, mon commentaire, c'était plutôt, des fois, c'est bien commencer avec quelque chose qui s'adapte à nos besoins, doucement, tranquille. Commencer à comprendre qu'est-ce que c'est le monde du vélo, qu'est-ce que c'est le cyclisme, quel est l'avantage d'avoir des roues en aluminium, quel est l'avantage d'avoir une transmission électrique, on peut comprendre. Des fois, c'est lancé sur quelque chose qui est ultra poussé, ultra... Oui, ce que tu veux dire, c'est finalement de ne pas se laisser rattraper par tous les problèmes techniques ou mécaniques et en achetant un nouveau plutôt à 2500, mais à nouveau, c'est de se dire, je me mets vraiment dans la passion, je découvre, et après, je passe à un vélo d'occasion que je retape. Par exemple. Tu peux... tu peux plus cher. Non, après, tu as gagné plus d'argent et tu peux aller te payer un plus beau vélo. Tu auras compris que je suis dans le vélo d'occasion et que voilà, c'est important. Enfin, dans toute cette idée de recyclage et de remettre des Pour moi, le vélo d'occasion, c'est hyper important. Des fois, je vois des gens qui achètent des vélos sur Internet rapidement et c'est des vélos des 5000 plus. Tu vois, on parle pas en occasion? Oui, voilà. D'occasion, ouais. Alors, on ne parle pas d'un vélo à 500 €, tu vois. Alors, quand tu as investi 5 000 €, tu achètes ton vélo et après, tu vas chez un vélociste et le vélociste, il te dit, OK, la facture maintenant, c'est 1 000 €. Ça fait mal. Tu ne dois pas acheter sur Internet. Voilà. C'est ça. Ça dépend quoi. Tu vas dans un magasin et tu achètes ton vélo dans les deuxième main. Voilà. Mais ce qui est incroyable, moi, j'ai une question quand même. Depuis un an, il y a vraiment une ferveur du vélo de course et je suis ravie. Les femmes, elles sont là, elles sont habillées, elles sont prêtes, elles roulent avec les hommes. Ça, il n'y avait pas. Et je ne sais pas si c'est moi, mais... C'est notamment grâce, je reparle encore d'elle, mais le Casual Cycling Club, c'est des filles qui ont lancé ça juste après le Covid, en se disant, nous, on aime le vélo de course, on trouve dommage que les femmes ne soient pas là, qu'il n'y ait que des hommes, et on veut leur montrer qu'elles sont capables. Et donc, on va rendre ça vraiment accessible, et on fait des casual rides vraiment casual, ouvertes à toutes, et c'est bien écrit sur le site, tous les niveaux, toutes les formes de corps. Le mercredi, c'est ça. Le mercredi, c'est un peu plus rapide, le mercredi soir. Sinon, c'est le dimanche en général, ou le samedi, ça dépend un petit peu. Mais donc, toutes les dates sont sur le site, Casual Cycling Club. Et là, c'est vraiment... Et ça a fait beaucoup. Moi-même, si on m'avait dit un jour je ferais du
du vélo de route, jamais j'aurais cru. Et c'est avec elle que j'ai commencé. J'avais pas de vélo, j'avais mon gravel. Et finalement, un jour, après avoir roulé avec elle, j'ai essayé un de leurs vélos. J'ai dit, quand même, maintenant je sens la différence. Et j'ai acheté un vélo de route, pas dans ces budgets-là, mais j'ai pas investi toute une fortune non plus. Mais c'était quand même un vélo de course correct. Et je roule toujours avec aujourd'hui. Et c'est grâce à ça. Et donc, les femmes, effectivement, on va pas faire l'émission là-dessus, mais on se met des frontières toutes seules, en fait. On est très doués pour ça. On se met des barrières. Je suis pas capable, je suis pas assez ci, je suis pas assez ça. Et surtout quand c'est mélangé avec des hommes. Ah, j'ai pas envie d'être un boulet, je vais jamais arriver à les suivre, ils vont me trouver lourde, etc. Et là, justement, des clubs comme le Casual te disent... On s'en fout, roule comme tu es, comme dirait Nadia, et tu verras si ça te plaît ou pas. Nous, en tout cas, on t'attendra en haut de la côte et on ne te fera pas sentir un boulet. Et voilà. Et elles ont mis des centaines de femmes sur des vélos de route depuis qu'elles existent. Oh, c'est génial. Et franchement, il faut quand même dire que le Tour de France, pour les femmes maintenant, est médiatisé, est diffusé à la télé. C'est impressionnant, on est d'accord. Le niveau, c'est impressionnant. En plus, le niveau qu'elles ont, oui. Bon, merci beaucoup, Camilo Ciclovia. Merci. Au moment de Nadia. Je roule comme je suis. Non, c'était pas ça. Non. Oui, non. On avait dit ça. Je roule comme je suis. Ouais, Nadia hashtag je roule comme je suis, effectivement. On reprend un peu là où on s'est arrêté. La dernière fois, tu nous faisais tes bonnes résolutions. Mais... Oui, mais j'ai un peu zappé parce qu'on est en octobre. C'est loin des bonnes résolutions de la rentrée, je le dis d'ailleurs. Mais je vais te taquiner un petit peu, Clément. Prépare-toi. Donc, on reprend là où on s'est arrêté. Alors oui, Clément, je te vois derrière la vitre, tu peux pas te cacher. Alors j'ai hésité à juste reprendre ma chronique, mais pas cool pour vous, chers auditeurs, auditrices. Du réchauffé, c'est pas ma tasse de thé. En plus, là, on est plus proche du sapin de Noël que des résolutions de la rentrée de septembre. Oui, j'exagère à peine. On est rentré dans un vortex où la météo, elle nous dit juste « allez vous faire voir » ou plutôt « je vais vous faire voir l'hiver plutôt que prévu ». Alors oui, toute la semaine, il a fait hyper froid. Aujourd'hui, je me suis dit c'est bon, je m'habille chaudement et là j'ai chaud. J'ai chaud, ouais, vraiment, mais bref. Il a fait froid cette semaine ? Oui, madame était aux vacances. Oui, voilà. Mais elle était au soleil. Au boulot, on a des murs épais, on était tous avec nos vestes et tout ça. C'était bon. Alors, la mobilité, le vélo, où on en est ? Alors hier, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, quelle délégation, de quel machin était là. Oui, flemme de chercher l'info. Mais embouteillage plus, tout était bloqué de chez bloqué. Même le vélo ne pouvait pas passer. J'ai joué avec ma vie pour arriver au travail. Et les nerveux du klaxon, oh là 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 là, comment j'avais envie de les claquer. Pour un oui ou pour un non, pour n'importe quoi, hop, un coup de klaxon. Hier, la ville, elle était bruyante, bouchée, nerveuse, tendue. Mais débarrassons-nous de ces voitures une fois pour toutes. Moi, je dis, plus de demi-mesure, chassons ces gros machins, ces chars qui polluent, qui font du bruit, qui rendent nos spécimens humains agressifs, étendus. Mais mon gars, mais qu'est-ce que t'as gagné à pousser sur le champignon ? Oh, l'expression ringarde et désuète. T'as vu ? On est quand même arrivé à l'arrêt au feu rouge en même temps. Allez, Zech, mais pourquoi tu fais ça ? Trêve de plaisanterie. Tous ces comportements inadaptés, risqués, sont dangereux à la fin. Oui, hier, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris en pleine gueule un ras-le-bol des embouteillages, de ces rues congestionnées. Hier, c'était encore plus fort, car même à vélo, un périmètre de la taille de 5 terrains de foot, en vrai, je ne sais pas, j'ai juste dit ça au pif, était inaccessible. Vraiment, on nous a fait faire un détour, même à vélo, je ne pouvais pas passer. Mais vous vous rendez compte ? Et je dois bien essayer de recycler ma chronique, coupée à la dernière. La dernière fois, oui, Clément, j'ai la dent dure, je te vois. Étant de plus en plus à l'aise à vélo, je m'imagine faire des choses inédites à vélo. Inédites pour moi, bien entendu. Rouler très, très, très vite. Enfin, oui, je vous ai prévenu. Inédit pour moi, quoi. Porter la combi de la parfaite Lycra Warrior. Alors, l'expression n'est pas de moi, mais je ne retrouve plus de qui c'était. Mais si tu te reconnais, cher auditeur ou auditrice, manifeste-toi. J'aime bien la Lycra Warrior. Ouais, le Lycra Warrior, moi, je trouve ça impeccable. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, puisque je me sens plus à l'aise à vélo ? Rouler sans les mains, apprendre à faire du wheeling. C'est une blague, bien sûr. Jamais de la vie je vais faire ça. Mais vous m'avez sans bien les mains regardé. Non plus. Mais non, mais vous m'avez bien regardé. Parce que vous m'avez bien. Non, les mains non plus. Une main. Mais une main, toutes les deux, non, jamais. C'est le faire. Non, je sais pas le faire et je crois que je vais. Non.
lâcher le guidon. Mais je lâche ma vie, là. Tout ça pour dire quoi Mais, sorry, mais c'est quoi ces gens à vélo? Et voilà que je lâche le guidon, et voilà que je roule sur une roue, et voilà que je fais les deux choses en même temps. Et là, je vous vois en train de penser, mais c'est pas possible. Oui, parfaitement, c'est pas possible et c'est dangereux. Oui, je suis donneuse de leçons aujourd'hui. Alors, pour rappel, la sécurité, on garde ses mains sur le guidon. Je répète, on garde ses mains sur le guidon et la roue doit rester au contact du sol tout le temps. D'accord? Sinon, c'est l'embardé. Oui, c'est l'embardé. Encore une expression. Alors, je sais pas pourquoi ça m'énerve. J'ai l'impression qu'ils me narguent, tous ces gens. Oui, je suis un peu jalouse, en fait. En vrai. J'aimerais bien aussi pouvoir arriver à faire ça. Mais bon, on ne va pas s'éterniser sur le sujet. Pour un petit peu enchaîner sur un autre sujet, mais toujours le vélo, est-ce que vous avez vu passer cet article sur une jeune femme? Ça titrait « Elle campe devant l'appartement du voleur de son vélo et permet de démanteler un trafic de drogue ». Génial. La police, au départ, pensait gérer un vol de vélo. Et finalement, sur quoi il tombe? Un trafic d'objets volés et de drogue. Julie, la propriétaire du vélo, avait mis une puce GPS. Mais tu es une reine, Julie. Tu es une reine. Et puis, sans se démonter, elle l'a pisté. Elle a fait le guet devant l'appartement du voleur. Oui, le guet, c'est courageux. Et elle n'a rien lâché, Julie. Une reine, je dis. Et bam, la police s'en mêle, perquisition et interpellation. Waouh. Imagine. Bon, le bémol, tu dois d'abord te faire voler ton vélo. Mais bon, ça c'est apparemment pas trop compliqué vu les nombreux protagonistes volontaires qui courent littéralement dans les rues. Ensuite, il faut que celui qui te vole ton vélo qu'il s'est diversifié dans les activités un peu frauduleuses, louches, illégales. Et là, bingo, tu démantèles un trafic. C'est pas beau ça? Moi, j'aimerais bien démanteler un trafic de drogue, juste parce qu'on a pris mon vélo et que je l'ai retrouvé. Et au départ, on parlait juste d'un vélo. On rigole, mais qui sait? Peut-être que... Alors, Clément, tout ça, c'est pour rire, évidemment. Je t'ai un peu taquiné. Je t'en veux pas, évidemment. Ça m'a fait plaisir de reprendre l'une ou l'autre chose en créativité et de pouvoir remettre ça. Et finalement, tout ce que j'ai à dire, Nadia, #je roule comme je suis. À propos de vol de vélo et tout ça, j'ai lu un article il y a quelques jours. Je crois que c'est le procureur du roi de Bruxelles qui a décidé, parce qu'il a entendu dire qu'il y avait plein de Bruxellois qui se font piquer leur vélo, qui préviennent la police, et puis la police, elle n'intervient pas alors qu'ils ont la puce et tout. Ils disent ouais, non, voilà. Et il a exigé... Pas là. En l'occurrence, cette histoire pas... Voilà, mais ça dépend vraiment du bureau de police apparemment. Il a exigé que pour n'importe quel vol de vélo, on y aille jusqu'au bout, quoi. Il a exigé ça de toutes les zones de police apparemment. J'ai lu l'article en diagonale, donc il faudrait que je le retrouve en particulier. Mais apparemment, il va y avoir du changement et ça rigole plus les voleurs. Bravo. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Voilà, parce que c'est bien de multiplier les arceaux, les machins, les vélobox, il n'y en aura jamais assez de toute façon. Non. Mais c'est là qu'il faut agir, en fait. C'est à la source du vol et au niveau de... Voilà, comment dire, c'est pas de la répression, c'est de la... Non, mais c'est fini l'impunité. Voilà. La prévention. C'est vraiment ça. Ouais, exactement. Mais pourquoi elle a dû camper? Parce que justement, la police avait dit que... non, c'est pas voilà, affaire. Exactement. Donc, voilà. Et ça arrive souvent, apparemment. Ah oui, c'est ça. Maintenant, je me souviens, dans l'article, il disait que c'était suite aux nombreuses plaintes qu'ils avaient lues sur les réseaux sociaux de gens, justement, dans ce cas-là, en train de dire « Moi, j'ai prévenu la police, ils veulent rien faire, tout ça. » Il a été scandalisé, en fait. Et il a dit « Maintenant, c'est fini. Maintenant, la police, vous allez... suivre et attraper. Oui, il faut prendre les choses au sérieux. Voilà. C'est pas c'est pas une bagnole, mais c'est un vélo. Que ce soit un vélo à 50 € ou à 5 000, parce que le truc dans le droit belge, apparemment, le problème, c'est que on considère ça sur la valeur de l'objet volé. Or, un vélo, quel que soit son prix, c'est souvent pour son propriétaire. C'est pas juste un objet, c'est son mode de déplacement. Donc c'est une utilité, une valeur, même pas sentimentale, mais parfois même affective. Il y a quelque chose d'un peu. Oui, c'est ça. Aussi. Oui. Mais sinon, c'est vraiment son outil de déplacement, quoi. On agirait beaucoup plus vite pour une voiture volée. Et donc toi, Thomas, tu es parti tout seul tout seul non, il y avait ton vélo avec toi. Si on remonte un peu le temps, en fait, en 2018-2019, j'étais dans une situation professionnelle où j'étais pas super heureux, j'étais un peu coincé dans mon boulot. Tu travaillais pour une... je travaillais dans la grande distribution. J'avais fait mon bonhomme de chemin, mais je suis un grand rêveur et donc tous les jours je faisais mes trajets à vélo
Et je regardais des gens qui faisaient des grands voyages à vélo, ça m'inspirait, ça me faisait rêver. Et puis au bout d'un moment, en essayant de me préparer pour un premier voyage qui était censé durer quelques semaines, au plus je me préparais, au plus je me disais j'ai envie de partir mais j'ai pas envie de revenir. J'ai quitté mon boulot en 2019 pour partir pour mon premier voyage à vélo. J'avais jamais roulé plus d'une demi-journée à vélo de ma vie. J'avais jamais fait un voyage de 2 jours à vélo. Tu faisais que des trajets, des balades gentillettes, quoi, ou alors le boulot? Ça faisait quelques années que j'utilisais le vélo quotidiennement pour me rendre au boulot. Donc j'avais quand même une petite condition physique à ce niveau-là. Mais sinon, je suis vraiment pas quelqu'un de sportif à la base. Par contre, j'ai grandi en faisant toutes mes vacances en camping, à dormir dans une tente. J'aime beaucoup j'aime le contact avec la nature. Donc, à ce niveau-là, je partais pas totalement dans l'inconnu. Je suis parti de chez mes parents, vu que j'avais remis ma colocation, j'avais tout bouclé. J'étais parti dans l'idée de partir 1 à 2 ans sur la route. Avec, normalement, j'avais prévu mon budget pour pouvoir faire un tour du monde, chose qui s'est pas faite finalement. Mais donc, je suis parti de chez mes parents à Braine-l'Alleud. Et en fait, j'ai suivi une route Eurovélo pour la plupart du trajet en Europe. C'était, je pense, une très bonne idée parce que du coup, on peut simplement suivre des petits panneaux. On n'a pas besoin d'avoir la tête dans un GPS. C'était la 8 ? Non, la 3. Eurovélo. Oui, c'était la 3. C'est celle qui suit le Danube, en tout cas. Donc, j'ai rejoint le Rhin en Allemagne et puis le Danube. Je ne pourrais plus dire laquelle c'était. Et alors, c'était vraiment une idée que je conseille pour quand on débute et que ce soit pour un voyage de quelques jours ou un peu plus long, parce que déjà, le long des fleuves, c'est plat. Il y avait plein d'endroits pour faire du camping sauvage. Il y avait des campings un peu partout, et au plus on va vers l'est, au moins c'est cher. Et donc, petit à petit, jour après jour, semaine après semaine, j'ai pu m'habituer. J'ai rencontré d'autres personnes sur ces routes-là qui voyageaient à vélo aussi, qui ont pu me partager des conseils. Et donc, ça m'a mis plus ou moins 2 mois pour atteindre Istanbul. Donc, j'ai suivi le Danube jusqu'à la mer Noire et puis je suis redescendu vers Istanbul. Mais quand tu as rencontré des gens, est-ce que tu as fait un bout de chemin avec eux ou bien c'était juste des rencontres et puis tu as vraiment fait tout solo? J'ai parfois fait quelques jours avec certaines personnes, mais alors... en général, c'était des personnes qui voyageaient seules aussi, et autant c'était super gai de partager un peu, autant mutuellement et naturellement, on se laissait une certaine distance. On se retrouvait au soir, on mangeait un bout ensemble et on allait dormir au même endroit, mais en journée, on roulait... et ça a été récurrent, même dans les endroits après où on rencontrait un peu moins de cyclotouristes. Et donc c'est jusqu'Istanbul, c'est ça, mais c'est pas mal. Vraiment... Déjà c'est pas mal, mais alors tu disais que tu avais l'habitude de camper et tout ça, donc tu étais déjà bon pour savoir quel matériel prendre, ou tu as quand même dû te renseigner pour savoir ce qu'il fallait que tu prennes avec toi pour faire un truc pareil? Avant le voyage, je pense que c'était une période d'1 an ou 1 an et demi où j'ai regardé des vidéos, lu des blogs et compagnie, mais un des conseils qui m'a marqué, c'est partez avec ce que vous avez, achetez en cours de route si vous avez besoin, et donc j'ai essayé de ne pas me surcharger. J'ai acheté un vélo d'occasion. Farad, si j'ai bien vu les photos. Un Farad. Manufacture. Donc ce sont des vélos en acier. L'acier, du coup, c'est réparable n'importe où. C'est des freins à patins très classiques, mais du coup, c'est réparable n'importe où. Des roues 26 pouces. Enfin, tout est vraiment... C'est du matériel qu'on retrouve un peu partout, et c'était ça l'idée aussi, c'est que c'est du matériel simple à réparer. Quand on part avec du bon matériel, on a la performance, mais je ne suis pas un grand mécanicien vélo, et donc je ne voulais pas partir en tubeless, je ne voulais pas partir avec du matériel qui peut se casser. Autant maintenant le vélo a une grande valeur émotionnelle, je l'adore ce vélo. Là, si on le vole... Autant en termes pécuniers, ça ne m'a pas coûté grand-chose. En plus, il est spécial parce que c'est un modèle pour grand, parce que tu es assez grand, je crois. Oui, c'est ça. Je mesure 2 mètres et j'ai eu la chance de trouver... Oui, c'est un modèle spécial. C'est un modèle il y a 3 barres, il y a 3 haubans, en fait, au lieu d'en avoir que 2. Donc, il est renforcé. Ouais. Et en tout cas, ça t'a un peu remis bien les idées. Enfin, tu t'es recentré parce que tu as trouvé après un boulot dans un autre domaine complètement. Tu as changé de domaine et tu es très bien là où tu es aujourd'hui, je crois. Oui, j'étais persuadé que je ne voulais pas revenir dans la grande distribution quand je suis revenu. Je ne suis pas du tout tombé tout de suite après sur mon job de rêve. C'était pas non plus... Alors, j'ai pas eu de gros coups de blues en revenant. Malgré tout, je retrouvais la famille. J'ai eu la chance de faire le confinement où j'étais pas coincé dans un tout petit studio. Je suis en tout cas très, très content d'avoir fait cette expérience.
C'est quelque chose que j'aimerais bien refaire un jour, même si j'ai compris que, même si je suis relativement confortable avec moi-même à être seul, je ne suis pas fait pour être seul comme ça pendant des trop longues périodes. Ce qui me manquait le plus à la fin, c'est bête à dire, c'est le partage, quoi. Quand on a franchi cette colline et qu'on voit le petit rayon de soleil qui arrive, on a envie de le partager avec quelqu'un. Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Thomas. C'était magnifique. Merci à tous les invités, toutes les invités, j'arrive plus à parler, puisque on remercie Camilo de Cyclovia Store. Je remercie évidemment aussi l'ANAMA de Sédentaire pour sa belle chronique et aussi pour sa super chronique. Nadia, et roulez avec des feux. Du vélo, ça rend oui, heureux. et mettez des feux la nuit.